Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur cette 6e édition du plateau TV by Acuité au Silmo. Le 1er janvier 2015, le paysage des réseaux de soins va être chamboulé. 3 réseaux de soins, et pas des moindres, sur les 8 existants vont renouveler leur parc de points de vente partenaires. C'est une question qui vous intéresse tous et sur laquelle vous vous interrogez énormément. Donc pour en parler, j'accueille Fabien Huret, directeur des réseaux de soins Etelis. Bonjour. Bonjour. Christophe Lafont, délégué national du groupe MGEN et responsable du conventionnement. Bonjour. Bonjour. Et Caroline Touizé, directrice des réseaux de soins Santé-Claire. Bonjour. Donc, je vous propose tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission va aborder plusieurs points. D'abord, nous parlerons de la typologie de vos futurs réseaux. Nous aborderons ensuite la question du référencement, donc qui peut être référencé et comment répondre aux appels d'offres. Nous verrons ensuite les produits et les grilles tarifaires pour aborder enfin les questions de transparence et des flux informatiques. Donc entrons tout de suite dans le vif du sujet. Les 3 plateformes que vous représentez ont toujours défendu les réseaux de soins fermés. Fabien Huret, vous avez commencé votre appel d'offres le 15 septembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la typologie de ce futur réseau ? Alors c'est un réseau qui effectivement reste un réseau numerus clausus avec un nombre d'opticiens souhaités qui sera aux alentours des 3000 opticiens. La typologie des opticiens sera diverse et variée, puisqu'en fonction des candidatures, il n'y a pas de présélection d'opticiens. Tous les opticiens peuvent répondre à l'appel à candidature à partir du moment où ils sont implantés sur le territoire français, donc métropole et DOM. Monsieur Lafont, en juin dernier, vous aviez confié à Acuité hésiter entre un réseau ouvert et un réseau fermé. Est-ce que finalement la décision a été prise ? Oui, la décision a été prise. Ce ne sera pas un réseau fermé. Donc c'est un réseau ouvert. On imagine qu'après 2 phases de 3 ans, on a le recul nécessaire, on a tiré un petit peu les conclusions, on a beaucoup interrogé nos adhérents, notre circuit de distribution, on a rencontré les opticiens et on a opté pour un réseau ouvert et on vise entre 3005 et 4000 opticiens agréés. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis donc ? Ce qui nous a fait changer d'avis, c'est que le contexte n'est plus le même. Et le contexte de 2007-2008 sur lequel on était dans une position d'arrivée, d'intégration, il a bien changé. On a observé que tout le monde a changé, les adhérents ont changé, les mutuelles ont changé. À l'époque, nous étions pour un dispositif pour la MGEN toute seule pour son offre. Maintenant, ce sont 6 mutuelles qui sont autour de nous, peut-être d'autres bientôt en plus. Et donc, les opticiens ont également changé. Les assureurs, les OCAM, les plateformes ont changé. Donc, on s'est dit qu'on était en capacité, et avec la volonté et l'expérience, d'aller au-delà et d'opter pour le circuit et le réseau ouvert. Donc on l'aura compris, le nombre d'opticiens augmente globalement. Caroline Touizé, le nombre de vos bénéficiaires va-t-il également augmenter ? Il me semble que la mutuelle Unéo devrait vous rejoindre au 1er janvier 2015. Oui, exactement. Donc on va accueillir un certain nombre de nouveaux clients au 1er janvier. Notamment la mutuelle Unéo qui représente 1,2 million de bénéficiaires. C'est une des raisons pour laquelle on a augmenté le numerus clausus, de façon à pouvoir maintenir un chiffre d'affaires qui ne mette pas les magasins en péril. C'était un point extrêmement important et donc à 3000 partenaires, on sera en capacité donc de pouvoir traiter les 8,5 millions de bénéficiaires que nous aurons dès le 1er janvier. Monsieur Lafont, on observe un phénomène également de concentration dans le secteur des OCAM. Il semblerait que la MGET puisse vous rejoindre en 2015. Alors, il y a 2 niveaux de réponse à cette question. La MGET nous a rejoints autour d'Optistia depuis 2011. Donc, elle est, avec 5 autres, elle compose Optistia. Et en termes de fusion, ça, indépendamment du secteur de l'optique et d'Optistia, MGET souhaitait effectivement la fusion avec MGEN. 2015, probablement pas, puisque c'est un circuit assez long. Il faut consulter toutes les instances, des plus proches, c'est-à-dire des départements jusqu'au national. Il faut préparer tout cela. Donc on est plutôt sur un calendrier mi-2016. D'accord. Et la MGET représente combien de bénéficiaires ? La MGET représente 350 000 bénéficiaires au total. Monsieur Huret, vous êtes en ce moment en négociation avec des complémentaires santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors aujourd'hui, le nombre de bénéficiaires des services Itelis est de 6,3 millions de bénéficiaires et nous avons appris hier que plusieurs centaines de milliers de bénéficiaires devraient nous rejoindre début 2015. Alors je ne sais pas si ce sera en janvier, février ou mars, ça dépendra du calendrier, comment les choses vont pouvoir se caler. Mais on devrait intégrer quelques centaines de milliers de bénéficiaires supplémentaires en début d'année 2015. Quel organisme ? Pour l'instant, c'est pas encore officialisé, donc ça reste confidentiel. Ça le sera prochainement. Ouais. D'accord. Donc, par un simple calcul, on remarque que l'augmentation du nombre d'opticiens n'est pas forcément proportionnelle à celle de vos adhérents, de vos bénéficiaires. Il y aura donc une baisse du nombre d'assurés annoncés par magasin. Par exemple, chez Santé Claire, vous passerez de 3171 clients supposés actuellement à 2788 et à 2429 après l'appel d'offres intermédiaire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez assurer aux opticiens comme fréquentation ? Alors non, le calcul est un petit peu erroné. On a fait des projections parce qu'on se rend compte. D'abord, les taux de fréquentation du réseau Santé Claire diffèrent en fonction des assureurs. Certains en parlent beaucoup, d'autres moins. Ça dépend aussi des garanties, ça dépend aussi de l'ancienneté du contrat. Puisque plus les gens sont depuis longtemps bénéficiaires du réseau Santé Claire, plus ils sont contents et plus ils reviennent. Donc ça, c'est un point qui a été important. Donc le taux de fréquentation, ça va de 35 à 70%. Donc ça varie énormément. Donc on a pris en compte ce taux de fréquentation, son évolution, puisqu'on a une progression aux alentours de 35 à 36% par an, qui continue, et on se demande jusqu'où ça va aller. Donc il y a une progression du nombre de personnes qui passent par le réseau, couplé au nombre de nouveaux bénéficiaires. Tout ça nous a amené à revoir complètement le modèle pour au moins s'assurer qu'en première année, le chiffre d'affaires moyen généré par magasin serait identique à ce qu'il est aujourd'hui, voire légèrement supérieur, avec l'objectif, si tout se passe bien, d'atteindre un chiffre d'affaires moyen par magasin autour de 140 000 € en fin de réseau. Donc voilà un peu les grandes tendances pour le partenaire. Maintenant, de façon beaucoup plus macro, il faut savoir qu'en 2 ans, entre 2011 et 2013, le chiffre d'affaires généré, qui transite par le réseau, a quasiment doublé, puisqu'il est passé de 100 000 € environ à 191 000 €. Et nos projections nous amènent à plus de 500 000 € en fin de réseau. Donc voilà les grands chiffres. Donc, ce qui représente un volume de verre d'un peu plus de 3 millions contre aujourd'hui un peu plus d'1 million. Donc avec un nombre de verres multiplié par 3 en 4 ans. D'accord. Monsieur Huret, comment un opticien aujourd'hui peut-il calculer précisément le nombre de clients potentiels que vous pouvez lui assurer sur sa zone de chalandise ? C'est assez difficile de faire une prévision parce que, comme le disait Caroline, on peut pas se projeter de manière très sûre. Mais nous, on a constaté la même chose chez Itelis, c'est que le taux de fréquentation a considérablement augmenté ces 2 dernières années. Bon, il y a eu effectivement l'arrivée d'Humanis, mais on se rend compte qu'au sein d'un même contrat, le taux de fréquentation augmente. Aujourd'hui, on a un taux de fréquentation global qui dépasse les 50%, avec de grandes variabilités, comme l'exprimait Caroline, entre certains contrats qui peuvent aller de 30%, voire 70%, parfois 75% de taux de fréquentation. Donc c'est très très variable. Ce que je peux vous dire, c'est que le chiffre d'affaires généré augmente d'année en année. Je ne peux pas vous donner les derniers chiffres parce que je ne les ai pas encore. On n'a pas encore fini l'année 2015, mais c'est croissant, ça c'est une chose qui est sûre. Et il y a de fortes incitations qui vont être faites par nos OCAM partenaires, notamment avec des garanties médicalisées, des remboursements différenciés. C'est quelque chose qui va se généraliser, se développer de plus en plus. Monsieur Lafont, en passant sur un modèle de réseau ouvert, est-ce que vous allez garantir une exclusivité sur zone à vos opticiens partenaires ? Il y a plusieurs moyens de répondre à cette question. Ce qu'on peut aussi déjà remarquer, c'est que les mutualistes MGEN sont très attentifs, sont très vigilants à l'information préalable et ensuite ils adhèrent globalement, spontanément, assez rapidement et l'expérience nous l'a démontré. Dès le départ, en 2008, on avait déjà dépassé les 50% de fréquentation et là on est au-delà des 65%, même sur une mutuelle jeune qui est dans le groupe MGEN, qui s'appelle MGEN Filia, qui a une moyenne d'âge de 37 ans, le taux de fréquentation c'est 70%. Ça veut donc dire que lorsqu'on interroge
Nos adhérents, c'est ce qu'ils nous remontent. Lorsqu'on les informe suffisamment en amont, ils répondent spontanément, ils fréquentent les réseaux. Et il y a une autre incitation, d'ailleurs qui a fait débat, puisque c'est l'objet, entre autres, de la loi Leroux, c'est que dans le dispositif, nous souhaitons valoriser les réseaux, quels qu'ils soient, en augmentant nos prestations. Donc quand on se rend dans le réseau d'opticiens agréés, eh bien, la prestation, elle est très substantiellement supérieure à ce qu'elle est statutairement. Donc il y a ce double effet, l'information, la bonne adhésion et puis la prestation revalorisée qui fait qu'il y a un très bon taux de fréquentation. On n'est pas allé aussi loin dans les calculs, j'entends les collègues et je ne peux pas les certifier aujourd'hui. Pour autant, garantir cette bonne adhésion et une information renforcée, une incitation, on pense qu'on va maintenir au moins ce taux, voire le voir progresser encore dans les années à venir. Nous avons actuellement un sondage en cours également sur le site et plus de la moitié de nos aquinautes pensent que 7000 points de vente et plus vont répondre à vos appels d'offres. Monsieur Huré, donc vous avez commencé depuis une bonne dizaine de jours. Est-ce que vous avez déjà un chiffre à nous annoncer ? On a commencé, donc on a lancé l'appel à candidature. Alors, nous, j'insiste sur les termes, c'est un appel à candidature, ce n'est pas un appel d'offres, c'est-à-dire que les opticiens ne font pas une offre, mais ils répondent à un cahier des charges. On a lancé donc l'appel à candidature lundi dernier et j'ai eu les derniers chiffres ce matin. On avoisine les 7000 candidatures à aujourd'hui. Donc je pense que raisonnablement, on atteindra entre 8 et 10 000 candidatures à terme sur 12 000 opticiens installés en France. Oui. Donc 7000 en 10 jours, c'est quand même énorme. Oui, oui. Caroline, combien de candidatures pensez-vous recevoir ? On a un petit problème de micro. Ah. Je suis incapable de vous donner le moindre chiffre. Je crois qu'on a tellement changé les règles du jeu qu'il faudrait, et le monde a tellement changé, les opticiens aussi ont également pris conscience, pour certains, de l'importance des réseaux, qu'il faudrait vraiment une boule de cristal, et ça serait bien présomptueux de ma part que d'essayer de vous donner un chiffre. Il y a eu un sondage, il y a une étude qui a été faite récemment qui montrerait que peut-être les 3/4 des opticiens pourraient être tentés, mais là encore, on avait à peu près 6 ou 7 000 candidatures la dernière fois. Je pense qu'on devrait arriver à peu près au même chiffre. Monsieur Lafont, je vous voyais acquiescer. C'est intéressant parce que lorsqu'on avait fait notre premier appel en 2007, on avait un numerus clausus à 1600 et il y a eu 3200 candidatures. Lorsqu'on a renouvelé le dispositif en 2011, on avait une cible à 2002 et on a eu 6000 candidatures. Mais on était sur des réseaux fermés. Donc là, on est sur des réseaux ouverts. Je ne peux pas vous dire parce que là aussi, l'appel à candidature n'est pas encore lancé pour les opticiens. Nous sommes en train de terminer l'appel d'offres verrier. Donc ce sera la seconde étape. Pour autant, j'imagine que les candidatures seront du même niveau, au moins, voire plus, que celles des années précédentes. On reparlera des appels d'offres verriers dans un instant. Caroline Touzé, lors de votre dernier appel d'offres, 64% des opticiens étaient sous enseigne, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, un opticien sur 2 est indépendant. Qu'est-ce qui fait qu'un opticien sous enseigne sera mieux référencé qu'un opticien indépendant ? Je pense qu'il faut poser la question aux enseignes, parce que c'est elles qui répondent. C'est vrai que dans l'appel d'offres précédent, on avait un fort taux d'enseignes. Je crois que les opticiens indépendants avaient de façon générale répondu moins aux appels d'offres parce que l'environnement était ce qu'il était et on ne va pas refaire l'histoire. Je pense que donc du coup forcément moins de réponses, donc moins de chances de pouvoir intégrer le réseau. Je pense que les choses vont changer et que nous devrions avoir au moins autant de réponses d'indépendants que de magasins sous enseigne. Et notre cahier des charges ne privilégie personne. Tout le monde peut s'y retrouver à différents niveaux. Donc on se retrouvera au début de l'année pour faire le point. Je ne serais pas étonnée que la physionomie du réseau change légèrement. D'accord. D'ailleurs, comment se constitue ce cahier des charges ? Comment vont être attribués les points ? Alors on va partir sur 3 grandes dimensions du magasin. Première dimension, c'est le pourcentage, on va dire, d'opticiens diplômés en magasin. Deuxième grande dimension, c'est la présence ou pas d'une salle de réfraction et tout ce qui va avec. Et surtout, la troisième grande dimension qui change, c'est la politique de service. Et donc, plus les opticiens sont en capacité de proposer des services à valeur ajoutée pour les consommateurs, et mieux ce sera. Donc, il y en a un peu pour tout le monde.
Donc les services, ce n'est pas l'exclusivité des magasins sous enseigne, c'est possible partout. C'est juste une question de philosophie. Donc si on a deux opticiens sur une même zone qui arrivent au même nombre de points, comment finalement allez-vous les différencier? Est-ce que c'est tiré au sort? Est-ce que c'est par ce service que vous allez réussir à les départager? Alors on a une liste de 12 ou 13 critères pour départager les opticiens. Oui, le dernier critère, c'est le tirage au sort quand on n'arrive pas à faire autrement. Mais on espère de ne pas arriver au tirage au sort, même si dans le précédent réseau, pour 2-3 zones, on avait été obligé d'aller jusqu'au tirage au sort. Donc il y a beaucoup d'items dans la liste. Et donc on espère ne pas arriver au tirage au sort, mais c'est une éventualité qu'il faut néanmoins envisager. Donc vous parlez d'items, est-ce que vous pouvez nous citer peut-être 3 exemples ? Alors, je ne les ai pas forcément en tête, mais parmi les items, il y a la présence sur le plateau technique. Entre un magasin qui a un plateau technique et un magasin qui n'en a pas, ça peut faire la différence. La certification aussi peut faire la différence. La présence d'un espace base, pas d'un espace, mais d'une possibilité de traiter, de prendre en charge, en tout cas à minima, des personnes atteintes de basse vision, peut faire la différence. Et puis peut-être un critère qui fera peut-être polémique, hein, mais qui est important, le fait d'avoir été exclu dans le réseau actuel peut aussi faire la différence contre soi. Monsieur Huret, chez Itelis, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des points bonus que les opticiens peuvent obtenir facilement? D'abord, nous, il y a 2 niveaux de critères. Il y a les critères de recevabilité, c'est-à-dire qu'il y a un minimum exigible, si on peut appeler ça comme ça, que les opticiens doivent remplir pour pouvoir candidater. C'est par exemple être évidemment implanté sur le territoire français, avoir un numéro finesse, être déjà en exercice, etc., etc. Et ensuite, on a effectivement des critères de sélection. On en a 9 au total, qui sont regroupés en 3 dimensions, donc la formation, l'équipement et les services. Dans la formation, ça va être tout ce qui est évidemment diplôme BTS et BP. Dans tout ce qui est dans les diplômes, il y aura également les diplômes post-BTS, donc CQP, licence, master, maîtrise et DU. Dans les équipements, c'est du classique, hein, c'est du matériel d'optométrie, c'est du matériel de basse vision. Et globalement, ça se rapproche. À partir du moment où, effectivement, à partir du moment où maintenant la constitution des réseaux de soins est encadrée par la loi Leroux, qui impose que les critères soient au mérite, donc qualitatifs, non discriminatoires, transparents et objectifs, ça restreint le champ des possibilités. Effectivement, je pense que on va avoir beaucoup de similitudes entre les modes de sélection. Après, on n'a pas tous mis le même poids aux différents critères. Et comme pour le Santé Claire, effectivement, on a valorisé la certification et les 3 certifications qui sont AFNOR, Bureau Veritas et HGS ICS. D'accord. Monsieur Lafont, au niveau du cahier des charges, ça se situe, c'est à peu près les mêmes critères. On est tout à fait dans cette norme avec un point particulier. Je pense qu'on est assez proche dans notre vision de ce que vient d'expliquer ma collègue de Santé Claire. C'est qu'on va insister beaucoup sur les services dès lors qu'on aura défini une base qui est commune, on s'aperçoit aux 3. Après, on va beaucoup exiger d'une part de services, mais laisser une part de possible. En demandant à chaque opticien, qu'il soit d'enseigne ou indépendant, quels sont les services plus à son sens qu'il peut proposer, et nous les valoriserons. Ça ira très loin parce qu'y compris dans l'information, dans la communication, on souhaite diffuser une information en expliquant que en se rendant chez tel opticien agréé, il y a un service particulier qui est un tel ou un tel. On sera très vigilant également sur l'accessibilité à tout point de vue. L'accessibilité, c'est pas seulement avoir une rampe qui permet d'accéder. Il y a aussi d'autres impacts sur l'accessibilité et on y sera très très sensible. Vous pouvez donner quelques exemples ? L'accessibilité des malentendants, par exemple. Il existe aujourd'hui des dispositifs. On souhaiterait que dans ce cadre-là, eh bien, on puisse prendre en compte, en considération ces personnes-là et qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme solution. Nous, on apportera, on suggérera, on serait même prêt à financer des solutions, mais après on verra selon les possibilités et l'adhésion, entre guillemets, des opticiens. Caroline Touzier, Uneo va vous rejoindre en janvier 2015. Elle a été la première mutuelle à signer un accord avec un acteur optique du web. Comment ça se passe dans ce cas-là? Est-ce que vous allez référencer des sites internet? Notre appel d'offres aujourd'hui ne s'occupe que des magasins d'optique physique. La problématique du web sera probablement réévaluée en fin 2015 ou début 2016.
Donc les personnes qui sont effectivement à l'UNEO ont la possibilité et garderont, je pense, la possibilité d'accéder, enfin comme d'ailleurs d'acheter leurs lunettes sur Internet, sur le site référencé ou sur d'autres sites, peu importe. Maintenant, je pense que ce n'est pas la même population qui va en magasin et qui achète sur Internet. Donc je ne pense pas que ça ait réellement d'impact sur la fréquentation du réseau. Et pour les opticiens qui pratiquent le Drive to Store, est-ce qu'il y a des critères de référencement particuliers ? Il n'y a pas de critères. Il y a des critères qui sont exigés, un peu comme Fabien l'a expliqué. Hein, donc, il faut avoir un magasin, il faut répondre à la réglementation. Et puis après, c'est le score qui fera la différence. Donc, est-ce que ces magasins auront le score qu'il faut pour faire la différence ? Je ne sais pas. On verra. On prend toutes les candidatures, on analyse et on verra. Fabien Huré, je suis opticienne, je veux répondre à l'appel à candidature Itelis. Comment je dois m'y prendre aujourd'hui ? Je crois que tout se passe par Internet. Oui, on a voulu tout dématérialiser pour simplifier les choses et en termes de traçabilité. Donc l'opticien se rend sur notre site Internet, dans l'espace professionnel de santé, il va trouver un onglet qui s'appelle « Voulez-vous devenir partenaire ?» Il peut cliquer sur un lien qui va l'amener directement sur un formulaire où il aura la possibilité de demander un identifiant et un mot de passe. On va vérifier, nous d'ailleurs, que c'est bien un opticien qui nous fait la demande, que cet opticien existe, qu'il est bien en exercice. Et dans les 48 heures ouvrées, il reçoit son identifiant et son mot de passe qui lui permettent d'accéder au formulaire de candidature où on lui demande toute une somme d'informations, des pièces justificatives à télécharger comme les diplômes, les attestations ADELI, etc. de manière à ce que toute candidature soit incontestable et qu'on puisse vérifier toutes les pièces qui nous sont fournies. Et à l'issue de son formulaire de candidature, nous recevons la candidature et nous l'étudions. Si sa candidature répond aux critères de recevabilité, il sera classé au sein de son secteur géographique. Et s'il ne répond pas aux critères de recevabilité, sa candidature sera rejetée, malheureusement. Et ensuite, à l'issue de l'appel à candidature, sur un secteur géographique, si on voulait par exemple 3 opticiens, on prendra les 3 opticiens qui seront les mieux évalués. Caroline, chez Sens Éclair, ça va se dérouler un petit peu de la même façon. Quels sont les documents que vous allez demander aux opticiens ? Alors, c'est un peu un scoop, hein, puisque c'est mercredi que ça ouvre. Donc mercredi, les opticiens trouveront aussi un accès sur notre site. Hein. C'est un appel d'offres entièrement dématérialisé, y compris dans sa phase finale de signature, puisqu'on a bien conscience que 3 appels d'offres pour les opticiens au même moment, c'est quand même pas évident. Donc on a voulu qu'il soit le plus simple possible. Le gros du travail, ça sera de lire le cahier des charges, de lire le contrat et le règlement de l'appel d'offres. Mais après la phase de je dépose ma candidature, on a testé, ça prend 10 minutes. Il y a très peu de pièces à télécharger, des diplômes, une photo extérieure-intérieure du magasin, s'il y a un plateau technique, tout ce qui va avec, l'attestation de certification, et puis c'est à peu près tout. Donc on a mis en ligne sur notre site, pour les opticiens qui souhaitent se préparer, la liste des pièces, le format, et normalement, si tout est prêt, la candidature se fait extrêmement rapidement. Monsieur Lafont, pour Optistia, ce ne sera lancé qu'en novembre, mais est-ce que vous avez déjà des éléments à nous communiquer ? Oui, ce sera aussi dématérialisé puisque c'est ce qu'on avait initié avec les appels à candidature intermédiaires, donc entièrement dématérialisé avec une fourniture, un minima de pièces comme nos collègues. Et puis bien en amont, on a rencontré les enseignes et on va commencer à rencontrer aussi les représentations d'indépendants pour faire une présentation juste avant début novembre des dispositifs pour expliquer qu'en fait il y a peu de changements. Même si la méthode change, il y a peu de modifications par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes et cette formalité devrait être très simplifiée par rapport à ce qu'elle était en 2008. Donc vous dites que normalement répondre à l'appel à candidature ne doit prendre qu'une dizaine de minutes. Ça a l'air quand même fastidieux. On entend dire, les opticiens, que vous demandez beaucoup de pièces justificatives. Est-ce que finalement, le magasin qui répond à tous les critères, c'est le magasin qui a un joli coin enfant et qui a un bel aspect esthétique, j'ai envie de dire. Monsieur Huré ? Non, parce que les critères de sélection, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont les diplômes, c'est la présence dans le magasin de matériel de basse vision, c'est la certification, c'est avoir un espace de réfraction avec un minimum de matériel, un espace de contactologie, donc tout ça c'est totalement objectif. Les photos, c'est juste pour justifier que le magasin existe et justifier que l'opticien possède le matériel, mais on ne va pas se baser évidemment sur les photos, c'est juste un élément de justification. Donc les critères sont des critères qui sont des critères qualitatifs, puisqu'on part du principe qu'un opticien qui investit dans du matériel d'optométrie, dans du matériel de basse vision, c'est pour l'utiliser, c'est un investissement, donc c'est pour l'utiliser, et c'est un apport supplémentaire pour le client, un service supplémentaire pour le client, tout comme la certification d'ailleurs.
Caroline, vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas facile pour un opticien de répondre peut-être à 3 appels d'offres en même temps. Est-ce qu'on peut peut-être un jour imaginer une normalisation des cahiers des charges ? Non, je pense que non, parce qu'on est des concurrents dans la vie. Donc, comme des sociétés concurrentes, on a le droit d'avoir des idées différentes, des stratégies différentes. Donc, je vois pas au-delà de ça, c'est de tellement. l'entente illicite. Ce serait de l'entente illicite. Je vois pas comment on pourrait avoir des cahiers des charges identiques. Et puis, bon, effectivement, légalement, ça se fait pas, quoi. On partage déjà un portail avec Santé Claire, le portail de saisie pour les opticiens des demandes de prise en charge, qui est partagé par Cévean, Santé Claire, SP Santé et Itelis. Donc il y a déjà un outil commun qui facilite la vie des opticiens, puisqu'ils ont l'habitude d'utiliser cet outil pour 4 réseaux différents. Je crois que l'essentiel aussi, il est en amont de la démarche. Si on peut, nous, on entend très bien, d'ailleurs on a rencontré différentes représentations, que ce soit à l'époque ou dans les derniers mois, on entend très bien les démarches et la volonté de simplification. Je crois que si déjà on accompagne en amont, alors avec les enseignes c'est plus simple, parce que ça peut être plus direct et selon le fonctionnement de l'enseigne, ça peut être plus ou moins suivi, mais en général c'est très bien suivi. Et je pense qu'ensuite avec les indépendants, si on peut faire passer des messages par les représentations, eh bien on essaiera de veiller à ce que ce soit le plus simple, tout le travail le plus important ayant été celui de l'explication, voire de l'explicitation du cahier des charges s'il y avait besoin. D'accord. Monsieur Lafont, on va parler maintenant de grille tarifaire. Actuellement, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le prix moyen d'un équipement dans le réseau ? C'est difficile. On a pour le prix moyen dans le réseau Optistia, alors il faudrait rentrer dans le détail parce que est-ce que c'est un équipement unifocal, est-ce que c'est un équipement progressif, etc. Alors moi j'ai 225 € pour les unifocaux et 499 pour les progressifs. Oui, on est dans ces eaux-là. Ça me fait rebondir un petit peu sur toute la discussion qu'il y a pu y avoir par rapport à la définition des contrats responsables, où on s'aperçoit qu'on a été un peu inquiet quand même au départ. Par rapport à tout ce qui s'est fait. Je crois que les réactions qui se sont produites et qui se sont exprimées ont été assez significatives là-dessus. Maintenant, on s'aperçoit que ça fait plouf, quoi. Maintenant, les indicateurs qui sont donnés, les plafonds qui sont donnés, n'inquiètent pas, a priori, du moins pour Optistia, n'inquiètent pas notre dispositif. Mais je peux concevoir que ça en inquiète d'autres. Mais globalement, je ne pense pas que ça ait un gros impact, en tout cas sur le comportement de nos adhérents. Le fait de passer en réseau ouvert, va-t-il avoir un impact sur la grille tarifaire ? Pas d'impact direct particulièrement. On a l'expérience maintenant et on sait très bien qu'après 6 ans d'expérience, on s'aperçoit qu'on pense que le prix n'a plus la même importance qu'il avait en 2008. C'est pour cette raison qu'on va insister beaucoup plus et qu'on sera beaucoup plus exigeant. Et même si on ne fait pas un scoring comme mes collègues de droite et de gauche vont le faire, pour autant on a une analyse, le prix sera moins important qu'il ne l'a été. L'innovation, les services, le suivi, l'après-vente seront beaucoup plus importants dans notre dispositif. Caroline Touizé, pour Santé Claire, comment va s'établir la grille tarifaire ? Elle sera très différente, et dans son format et dans son esprit, de ce qu'elle est aujourd'hui. J'entends par là, et c'est un des avantages d'avoir sélectionné 3 verriers partenaires, c'est que ça nous met en capacité d'avoir des grilles tarifaires qui sont extrêmement personnalisées, où les produits ne sont pas rangés dans des cases, anti-reflets ou bien progressifs, où chaque produit aura un prix et où l'esprit dans lequel nous l'avons construit, c'était surtout de ne pas inciter finalement les opticiens à faire, je vais être caricatural, du bas de gamme pour marger plus. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une progression des marges en fonction de l'innovation. Donc ça va être extrêmement différent. Mais quels seront les accords de remise demandés aux opticiens ? Il n'y a pas d'accord de remise. On restera sur quelque chose qui est aux alentours de 40, peut-être un peu plus, 40 sur certains produits, mais en moyenne 40% inférieur au prix du marché, puisque c'est un peu notre marque de fabrique. Donc on reste sur cette tendance, en étant aussi, et là je ne rejoins pas tout à fait mon collègue de droite, je pense que les contrats responsables, c'est une vraie plaie, parce qu'il faut quand même pouvoir faire en sorte que les opticiens puissent continuer à délivrer des produits, quel que soit leur degré d'innovation. Donc tout le travail a
adapté à essayer de faire rentrer tous les produits, ou presque, au chausse-pied, de façon à ce que même le client qui souhaite avoir un verre dernière génération avec le super anti-reflet, il ait très peu de reste à charge. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a travaillé en amont avec les verriers. Donc on reparlera, et je le répète, de l'appel d'offres verrier dans un instant. Fabien Huré, depuis la publication de votre appel à candidature et de votre grille, nombreux sont les opticiens qui soulignent une pression tarifaire accrue. Pourquoi tant serrer les prix dans l'optique finalement? C'est parce que vous n'avez jamais eu aucune opposition? Non, mais on est avec nos nouveaux tarifs, on est en moyenne 45% inférieur au prix moyen marché. Aujourd'hui, c'est tout à fait supportable par les opticiens parce que justement, nous avons décidé d'avoir un numerus clausus et que nous sommes en capacité de leur adresser beaucoup de clients. 6,5 millions de bénéficiaires, enfin 6,3 et quelques centaines de milliers de plus à l'horizon 2015. Aujourd'hui, c'est tout à fait supportable par les opticiens. Et puis, on sait très bien que sur le terrain, de toute façon, les opticiens vont travailler avec un ou deux verriers, voire au maximum. Et l'idée, c'est qu'ils travaillent justement, qu'ils se concentrent sur un ou deux verriers pour avoir des conditions commerciales qui soient plus avantageuses et qui puissent supporter ces tarifs. Je pense, vous savez, qu'il faut mieux avoir beaucoup de clients et faire moins de marge que d'avoir très peu de clients et beaucoup plus de marge. Je préfère avoir 10 clients à 200 € que 2 clients à 1 000 € parce que le jour où vous perdez un client, vous perdez 50% de votre chiffre d'affaires alors que vous perdez 10% de votre chiffre d'affaires dans l'autre cas de figure. Donc il vaut mieux avoir plus de clients avec un petit peu moins de marge unitaire. Je pense que c'est plus viable économiquement. Nous avons une question d'une de nos aquinautes, Charlie, qui demande quels sont les liens entre Itelis et Chris Group. Pourquoi, alors j'ai pas le mot en entier, mais j'imagine que c'est Codir, est présent dans l'appel d'offres Itelis. Tout simplement parce que Codir est un verrier au même titre que les autres. Codir a une usine de fabrication en France. Codir fabrique une partie de sa gamme en France. Quand nous avons lancé notre appel à candidature auprès des verriers, nous avions plusieurs critères de conventionnement. Le premier critère était un minimum de verres vendus sur le marché français. Et le deuxième critère était d'avoir un minimum de production sur le territoire de l'Union européenne et ou la Suisse. Codir remplissait ces conditions de conventionnement. C'est tout simplement la raison pour laquelle Codir a été retenu. Codir aujourd'hui effectivement est très associé à Chris Group historiquement, mais un client lambda, ça nous a été confirmé par Codir et c'était aussi une des conditions de conventionnement. Un client lambda, donc un opticien lambda, qui soit sous ancienne optique 2000 ou sous ancienne optical center, peut aujourd'hui commander des verres chez Codir. Donc aujourd'hui, Codir est un verrier à part entière, que ça plaise ou ne ça te plaise pas. C'est un verrier à part entière qui fabrique en plus en France une partie de sa gamme. Donc il n'y a pas de raison qu'on refuse la candidature de Codir. Pour continuer sur les prix, pouvez-vous décemment, encore aujourd'hui, faire pression sur les prix de l'opticien et lui demander toujours plus de services et de qualité en magasin? Je ne sais pas qui veut prendre la parole sur cette question. Je veux bien la prendre. Je pense que la réponse est non. Je pense qu'il faut commencer à faire attention. On ne peut pas demander de façon démesurée toujours plus sans rien donner. Alors c'est vrai que le numerus clausus, c'est une façon de donner. Maintenant, il y a d'autres choses, en tout cas nous, ce que nous avons prévu par exemple, qui est peut-être différent de ce que vous aviez aujourd'hui l'habitude de voir dans nos appels d'offres, c'est qu'on conçoit tout à fait que la deuxième paire, elle puisse avoir un prix. Je pense que demander aux opticiens des prix serrés sur la première paire et en plus que la deuxième paire soit à 1 €, je pense que c'est fini. Donc on a effectivement prévu dans notre appel d'offres que la deuxième paire, elle puisse avoir un prix qui ne soit pas un prix complètement délirant. D'ailleurs, chaque opticien mettra son prix et nous travaillerons à partir de ça. Donc ça fait partie des choses qui vont changer parce qu'effectivement, on ne peut plus... Il y a un moment où les choses ne sont plus viables pour les magasins. Alors il y a encore un petit peu à gratter, mais je pense qu'il faut être attentif au risque de s'entendre dire que dans les réseaux, c'est que des mauvais produits, c'est de la basse qualité, on est obligé de faire ceci. Donc je pense que c'est bon pour personne. Monsieur Huré, êtes-vous d'accord avec ce que Madame Touzé vient de dire? Jusqu'où allez-vous faire pression sur les prix? Quel sera le point de rupture? On n'ira pas au-delà de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est à moins 40, moins 45% par rapport au prix moyen marché. Clairement, on n'ira pas plus loin parce que quand vous baissez les prix, il y a effectivement un risque de baisse de la qualité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a référencé les 10 verriers qu'on a référencés avec des exigences très fortes de traçabilité, etc. Donc, on est aussi soucieux de la qualité que du prix. On est vraiment sur un rapport qualité-prix. Donc, la pression sur les prix n'ira pas au-delà. Pour ce qui est de la deuxième paire, nous,
part du principe que la deuxième paire ne rentre pas dans le périmètre de la complémentaire santé, puisque la complémentaire santé finance en partie la première paire, que la deuxième paire, si c'est une offre commerciale présente en magasin, l'opticien est libre de la faire, mais en tout cas, s'il la propose habituellement à ses clients, il faut qu'il maintienne cette deuxième paire pour les clients Etelis. Monsieur Lafont, vous souhaitiez réagir? Oui, aussi, là, je rejoins complètement ma collègue en expliquant à la question est-ce qu'on peut encore aller plus loin sur les prix. La réponse c'est non. Non, on ne pourra pas aller encore beaucoup plus loin, et les collègues l'ont dit. Par contre, là où on pourra aller, mais ça ne concerne pas l'opticien au premier degré, encore que il a probablement son rôle, c'est qu'il faut aussi considérer qu'il y a un adhérent au début et que c'est lui qui fait un choix et qu'il faut l'accompagner, qu'il faut l'informer. Alors on ne va pas lui faire un cours très précis, etc. Pour autant, si on peut lui donner un maximum d'informations et faire qu'il choisisse en toute connaissance de cause, je pense qu'on aura bien avancé. En tout cas, c'est ce que nous demande une grande partie de nos mutualistes. Et puis, il faut savoir que dans d'autres domaines, la course au prix a montré ses limites. En tout cas, si les mythes ne sont pas apparus, il faut que les uns et les autres se positionnent. Je vais prendre un exemple qui est très très loin de l'optique, mais qui est significatif. C'est celui du dentaire. Vous avez suivi, on n'en parle plus beaucoup maintenant parce que c'est un peu devant les tribunaux, mais il y a 2 ans, on s'est aperçu qu'il y avait des entreprises et des chirurgiens dentistes qui se lançaient dans des cliniques dentaires pour faire de la prothèse dentaire en série, et on vous sortait des couronnes inférieures au tarif de CMU. Donc ça a beaucoup alimenté la chronique, ça a défrayé certaines remarques, et puis finalement, des complémentaires ont vu un salut. Sauf que derrière, il n'y avait pas toutes les garanties, il n'y avait pas la sécurité, il n'y avait pas la qualité, il n'y avait pas le suivi, il n'y avait pas la santé globalement bucco-dentaire. Et donc, il a fallu se positionner. Le groupe MGEN s'est positionné en refusant de travailler avec ces gens-là, en refusant de les conventionner. Et on a expliqué à nos adhérents, parce que nos adhérents étaient tentés d'aller vers ce dispositif. Donc voilà l'information, voilà le comportement de certains adhérents, voilà le comportement que des complémentaires responsables tels que nous les définissons doivent agir, et ça montre bien que la course au prix n'est pas une fin en soi. Il faut aller vers autre chose, mais il faut informer, parce qu'in fine, c'est l'adhérent, c'est vous, c'est moi qui consommons et qui utilisons et qui devons comprendre ce que l'on fait. Mais alors pour Etelis, on a vu qu'on en est arrivé à 45%, que ça n'irait sans doute pas plus loin. Entre 40 et 45, oui. Pour Optistia, On sera au même niveau que ce qu'on était précédemment. qui est Sur les... C'était un appel... C'était un système d'enchères inversées. Donc c'est un peu difficile de donner un moyen. On peut vous donner le résultat. Mais par exemple, sur les montures, on demandait -5. Et dans les faits, on a atterri entre -15 et -20. Voilà. Sur les verres, on demandait -20. On a atterri à -25. Voilà. Donc vous l'avez déjà légèrement évoqué tout à l'heure. En termes de produits, vous avez choisi de référencer seulement quelques verriers. Monsieur Huret, cette restriction de l'offre n'est pas votre rôle de premier en tant que plateforme de service. Pourquoi cette intrusion dans le métier de l'opticien? En termes de nombre de verriers référencés? Oui. On a quand même référencé 10 verriers, qui représentent plus de 95% du marché des verriers en France. Donc je pense qu'on n'a pas été très restrictif en nombre, je dirais. Par contre, on a été très exigeant sur la qualité, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On a demandé d'abord un minimum de verres vendus sur le marché, une production européenne et sur le territoire de la Suisse éventuellement. Et puis on a valorisé davantage les verriers qui faisaient de la recherche et développement par la publication de brevets d'invention, qui avaient un label Origine France Garantie, et enfin qui réalisaient des tests au porté par des instituts externes indépendants dont le protocole avait été validé par l'INSERM. Donc tout ça est très qualitatif. On n'a pas voulu nous restreindre, effectivement, c'est un choix qui a été fait. Je ne suis pas en train de critiquer le choix de Santéclair. Je pense qu'il est justifié par une stratégie qu'il y a derrière. On n'a pas fait ce choix-là, mais je pense que les deux se défendent. On a, nous, voulu garder 10 verriers pour que le choix du verrier se fasse au niveau de l'opticien, en fonction de ses habitudes de travail et de ce qu'il estime être un bon ou un mauvais verrier. Et donc voilà, on a gardé 10 verriers et on n'a pas été aussi restrictif, mais chacun a sa stratégie. Justement, chez Santéclair, vous avez été beaucoup plus intrusif. Pourquoi avoir fait ce choix de 3 verriers? Alors, ça a été une réflexion assez longue. Et un des facteurs qui nous a, on va dire, déclenché, c'est cette fameuse histoire de contrat responsable. Où on s'est... alors, ce n'est pas le seul facteur, mais ça explique en partie le nombre de 3. Où on avait comme objectif qu'au bout du compte, les tarifs ne soient
rentrent à peu près dans le cadre du contrat responsable, en tout cas que les bénéficiaires de Santé Claire qui ont des contrats aujourd'hui aux frais réels aient le moins de reste à charge possible ou du reste à charge que sur certains produits. Donc ça nécessitait de revoir un petit peu les prix de certains produits. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un moment où on ne peut plus demander aux opticiens. Donc à partir de là, à qui on peut demander, avec comment on peut travailler. Donc c'est pour ça qu'on a intégré la notion d'industriel en se disant peut-être que si on travaille avec certains industriels qui sont capables de faire un effort supplémentaire de façon à ce que l'opticien derrière, il soit en capacité de vendre le produit aux clients en gardant, en tout cas en maintenant une marge acceptable, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Et donc du coup, forcément, si on commence à demander des choses à un industriel, il faut lui promettre des volumes. On a le même raisonnement que dans un réseau à numerus clausus, d'où la limite à 3. Donc nous avons une question de notre aquinote Fred de Saint-Brieuc qui rebondit sur le minimum de fabrication en France. Shamir fabrique en France, pourquoi ne pas avoir référencé Shamir ? Alors nous, ce n'est pas une question de fabrication en France ou non en France. Il y avait un cahier des charges très précis qui a été déposé chez un huissier avec il y avait 5 domaines qui comptaient. Le premier, c'était effectivement donner une place importante aux industriels qui font de la recherche, qui innovent, qui ont des brevets. Le deuxième critère qui était important, c'était aussi rassurer l'opticien. Donc ça veut dire un verrier qui apporte des services à l'opticien. Le troisième critère, c'était un verrier qui était capable de parler produit, ou en tout cas qui avait un plan de communication auprès des assurés, quels qu'ils soient. Le quatrième, c'était la traçabilité. Et le cinquième critère, c'était un critère qui était ouvert pour les verriers. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire en plus, en conditions que ce soit commerciales ou sur les services, pour les opticiens? Donc chacun de ces critères a été pondéré. Je ne vous cache pas que le dernier critère était le plus important, a été pondéré de façon le plus importante parce qu'on avait cet objectif derrière de tarifs. Et donc, les verriers qui n'ont pas été sélectionnés ne sont, et je le dis et je le répète, parce qu'il n'y avait que 3, il y a un podium de 3. C'est dur d'être le 4e, c'est comme dans une course, le 5e ou le 6e. Mais néanmoins, les verriers qui n'ont pas été retenus lors de cet appel d'offres ne sont pas des mauvais verriers. Il y a des verriers qui fabriquent en France. Encore une fois, ce n'était pas un critère. Je vous signale d'ailleurs au passage que fabriquer en France, c'est un critère qui est totalement illégal, parce qu'on est en Europe. Donc on aurait pu éventuellement dire, exiger que ce soit fabriqué en Europe. On n'a pas fait ce choix, on a fait un autre choix en considérant, à partir d'un référentiel qui existe et qui est le référentiel utilisé par les entreprises qui veulent s'implanter à l'étranger, qui est un référentiel du Luxembourg. On a considéré il y a des pays qui sont à risque, politiques ou commerciaux, et c'est plutôt ce référentiel qu'on a utilisé, et ça n'a rien à voir avec nos définitions de l'Europe, puisqu'on s'est dit que finalement, ce qui est important, c'est que l'opticien, il ait la garantie d'avoir le produit livré, et donc on peut l'avoir au bout du monde livré très bien, et parfois en France, on peut être en Europe, dans certains pays, on peut être confronté à d'autres difficultés. Donc c'est pas un critère qui a été considéré. Bon. Pour autant, je vous signale quand même que dans les 3 verriers, il y en a quand même 2 qui ont un certain nombre de produits qui sont label Origine France garantie, donc ils fabriquent en France. On a une autre question de notre aquinote François de Clermont-Ferrand. Baisser de 50% les prix condamne le professionnalisme et la fabrication en France. Qu'en dites-vous ? Qui veut répondre à François ? Monsieur Lafont, je vous vois opiner. Je suis d'accord avec François. Je pense qu'effectivement, mais ça, on revient et puis on reprend ce qu'on a dit précédemment. Et d'ailleurs, pour aller un peu dans le sens et dans la continuité de ce qu'on vient de dire précédemment, nous, on a fait le choix de ne pas limiter le nombre de verriers. Oui, parce que on a lancé cet appel. Vous êtes actuellement en appel d'offres verriers. Voilà, on est actuellement en appel d'offres verriers. On est un petit peu sur le bout. Et tous les jours, on y travaille actuellement. On reçoit, on est en contact et on examine tout ça. Et on va examiner, in fine, les propositions des uns et des autres pour essayer de répondre au mieux aux aspirations à la fois de nos adhérents et aux pratiques des opticiens. Donc ça nous
provoque un exercice compliqué qui va prendre un petit peu de temps. C'est pour ça qu'entre la clôture de l'appel Verrier et l'ouverture de l'appel opticien, du cahier des charges, on s'est donné un petit mois. Vous êtes en retard dans votre... Voilà. Non, mais on va rattraper parce qu'on a très bonnes équipes, mais on est en plein dans cette dynamique. Et effectivement, il s'agit aussi de valoriser la production locale. D'ailleurs, plusieurs verriers nous ont expliqué toutes les différences, etc. Ce sont encore des critères sur lesquels nous progressons et nous prenons en compte. Et nous sommes très, très contents des retours qu'on peut avoir des verriers, puisque là aussi, on essaye de prendre en compte à la fois l'innovation et puis la production et les caractéristiques nouvelles qui nous sont proposées. Donc vous allez vous rapprocher plus d'un modèle comme Itelis, avec plusieurs verriers? A priori, on ne l'a pas défini. Vous n'avez pas défini de nom encore ? Si on considère que chaque verrier nous propose ce qui convient, on retiendra l'ensemble des verriers qui auront candidaté. Dans les appels d'offres verriers Santé Claire et Itelis apparaissait également un certain nombre de volumes de vente. Est-ce que finalement, vous n'allez pas créer une distorsion de concurrence entre les verriers, car plus aucun petit fabricant ne pourra rentrer sur le marché ? Monsieur Huret. On essaie d'être pragmatique, je crois que Santé Claire aussi bien que Itelis. On répond à la demande de nos clients. Nos clients, ce sont les OCAM et par leur intermédiaire, les bénéficiaires, les porteurs finaux. Il y a une forte demande de nos bénéficiaires et nos assureurs à être assurés sur la marque, sur la notoriété du produit. Donc oui, on a effectivement, à partir du moment où vous mettez un minimum de volume sur le marché français, vous favorisez peut-être un petit peu plus les grosses structures que les petits verriers qui débutent. Mais je pense qu'en toute humilité, Itelis aujourd'hui, c'est à peu près, en 2015, on estime que ce sera à peu près 150 à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires générés chez les opticiens partenaires sur un marché qui représente plus de 5 milliards d'euros. Je ne pense pas qu'on pèse tant dans la balance que ça. On a une question de Bertrand de Normandie qui nous demande les réseaux sont-ils destinés à faire disparaître bon nombre d'acteurs des commentaires? Qui veut répondre à Bertrand? Monsieur Lafont. Je veux bien apporter un élément de réponse. Non. Une contre-proposition. Les réseaux sont destinés à aider les adhérents à s'y repérer, à y voir un peu plus clair. Monsieur Huret. À partir du moment où, comme on l'évoquait tout à l'heure, les critères sont non discriminatoires, n'importe quel opticien peut candidater à ces réseaux. Donc non, on n'a aucune. Moi, mon objectif, c'est que demain, mon réseau soit représentatif du marché, c'est-à-dire qu'on ait une proportion en indépendant et en enseigne qui soit approximativement la même que celle qu'on a sur le marché, que toutes les enseignes soient représentées, que toutes les centrales d'achat soient représentées, de manière à ce que le bénéficiaire ait un vrai choix au sein du réseau. Donc il n'y a aucune volonté d'éliminer un acteur plus qu'un autre. D'accord. Pour revenir sur les verres, on en entend parler, les opticiens le disent, les centrales l'évoquent. Est-ce que chez Itelis, vous avez pour objectif de développer votre propre gamme de verres à terme? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Après, ça arrivera peut-être un jour. Dans les années à venir? Pour le Peut-être. prochain, dans 4 ans peut-être? Peut-être. En tout cas, c'est clair que les exigences pour le prochain réseau seront encore augmentées. Aujourd'hui, la certification, par exemple, pour le réseau d'opticiens est une bonification, est un critère de sélection. Demain, ce sera un critère de recevabilité. Dans 4 ans, clairement, les opticiens qui ne seront pas certifiés ne pourront même pas candidater. Donc, effectivement, les exigences vont aller en augmentant. Pour ce qui est des verriers, aujourd'hui, on n'a pas, en tout cas à ce jour, on n'a pas l'objectif d'avoir notre propre gamme. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nos bénéficiaires veulent avoir accès à des marques et à l'ensemble de la gamme de ces marques. Donc demain, un bénéficiaire qui ira dans le réseau Itelis, s'il choisit un verre Essilor, un verre BBGR ou un des 10 autres qui sont référencés, il pourra choisir dans toute la gamme de ce verrier. Et on n'a pas limité justement la gamme de ce verrier. On a voulu que le choix soit le plus large possible. Donc un bénéficiaire Itelis pourra avoir accès à l'entrée de gamme comme au très haut de gamme chez les 10 verriers qui seront référencés chez Itelis. Chez Santé Claire, est-ce que vous avez pour objectif de devenir une centrale d'achat? Les opticiens se posent la question aujourd'hui. Non. Non. Ce qu'on a fait là aujourd'hui, on n'a pas l'ambition de devenir une centrale d'achat. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'était essayer de faire en sorte de faire matcher un peu tout ça pour que tout le monde s'y retrouve, encore une fois, que l'opticien trouve quand même dans les réseaux une marge acceptable pour pouvoir continuer à vendre des produits de qualité. Pour répondre à la question, on n'a pas l'intention d'être une centrale d'achat, on n'a pas l'intention de devenir un industriel du verre. L'industriel, c'est un métier qu'on ne sait pas faire. Donc non, et certainement pas d'avoir des produits étiquetés Santé Claire, parce que la valeur d'une marque, c'est important et ça, à notre avis, ça va le devenir encore plus. À un moment où forcément les gens vont avoir un petit peu moins de remboursement et donc
probablement vont se poser plus de questions sur les verres qui leur sont délivrés. Et la valeur d'une marque, ça rassure. Et ça fait aussi partie de notre réflexion. Donc c'est la raison pour laquelle aussi dans le réseau actuel, à venir, il n'y aura pas de MDD. Il n'y aura que des verres de marque, et y compris pour des produits d'entrée de gamme qui correspondront peu ou prou à ce qu'on appelait notre offre claire pour ceux qui connaissent, qui permettront de pouvoir proposer des produits extrêmement qualitatifs de marque pour des personnes qui ont des petites garanties, qui seront au plancher du contrat responsable ou qui seront à l'ANI. Il faut aussi penser à ces personnes, tout comme on a essayé aussi de penser à des gens qui avaient des super contrats et qui voulaient des super produits. Donc il faut arriver à trouver des produits pour tout le monde. D'accord. On va passer maintenant à la partie informatique et transparence. Vous attendez donc des opticiens un service irréprochable, mais ils attendent aussi de vous que vous leur fournissiez des services adéquats. Chez Santé Claire, où est-ce que vous en êtes du développement numérique de la prise en charge et de la facturation ? On a donc le portail FFL qui fonctionne en mode prise en charge depuis déjà bien longtemps. Et on ouvrira pour le début de l'année une modalité de facturation qui s'ouvrira progressivement avec chacun des organismes, parce que c'est des travaux colossaux vis-à-vis des organismes, parce qu'il faut qu'ils acceptent derrière la facturation électronique. Donc on l'ouvrira progressivement. Le premier pour lequel ça sera ouvert, ça sera l'UNEO. Et puis on a on ouvrira une fonction demande de cotation qui existe d'ailleurs sur le portail pour d'autres organismes, qui n'existait pas pour Santé Claire, qui permettra à l'opticien de demander de faire plusieurs estimations de remboursement sur les équipements que souhaite le client, avant de demander la prise en charge, de façon à ce que le client dise oui, en connaissance de cause, j'ai ça de reste à charge, ok, je suis ok pour cet équipement. Donc on sera sur un modèle un peu plus ouvert de FFL, avec plus de fonctionnalités qu'on a aujourd'hui. Monsieur Huret, chez Itelis, vous demandez à vos opticiens de pratiquer la norme Opto-AMC. Pourtant, vous ne l'avez pas encore développée, je crois. Ça n'est pas un critère de recevabilité, justement, c'est un critère de sélection. C'est-à-dire que les opticiens qui, effectivement, ont des logiciels compatibles Auto-AMC ont une petite bonification, des points supplémentaires. Enfin, faut relativiser les choses. C'est 1 point sur 20, donc c'est pas grand-chose. Parce que nous avons pour objectif, bien évidemment, de développer cette norme et que les demandes de prise en charge puissent se faire via cette norme dans les semestres à venir. J'espère d'ici à l'horizon 1 an et demi, sachant qu'on est aujourd'hui en phase de test. Alors, on a effectivement, comme l'évoquait Caroline, puisqu'on partage le même portail de demande de prise en charge, nous, depuis un certain temps, la facturation électronique. Donc, les opticiens peuvent facturer leur dossier directement depuis le portail. Et la demande de cotation, donc les devis sont accessibles aussi sur le guichet Itelis depuis un certain nombre d'années. Donc, la prochaine étape, c'est effectivement la demande de prise en charge en Opto-MC, de manière à ce que la saisie soit unique depuis le logiciel de vente de l'opticien et qu'il n'ait pas à ressaisir sur notre portail. L'idée, c'est effectivement de lui faciliter les choses et de raccourcir les délais de traitement des prises en charge. Madame Touzé, alors rapidement, parce qu'on est déjà très très long, on va déborder sur la prochaine émission. Allez-y. Rien du tout. Monsieur Lafont, qu'en est-il pour Opticia au niveau de la prise en charge et de la facturation ? On a un système qui, a priori, d'après les retours qu'on en a, fonctionne très bien, y compris en simulation, voire en facturation derrière. Donc il s'agit maintenant de le dimensionner, puisqu'il avait été conçu pour un réseau fermé, avec un volume X. Maintenant, on va être sur un réseau ouvert avec un autre volume. Donc l'enjeu, c'est de le faire évoluer pour qu'il puisse accepter dès le 1er janvier l'ensemble de ce qu'on aura souhaité y mettre. Et donc on n'a pas d'inquiétude par rapport à ça. On améliorera un petit peu encore la qualité, la réactivité, mais on est déjà dans un niveau qui est qualifié de bon, de très bon. Vous renforcez également les contrôles auprès des opticiens. Suite à la publication du premier prémisse de votre appel à candidature en juillet dernier, les opticiens ont eu peur que les fabricants vous envoient directement les bordereaux de livraison. Vous n'irez quand même pas jusque-là. Non. Je ne vous cache pas qu'on y a pensé, enfin on y a réfléchi en tout cas. Et puis on s'est dit que c'était s'immiscer dans la relation que le client, que l'opticien avec son fournisseur, donc on n'a pas souhaité faire ça. Par contre,
on a eu une exigence très forte auprès des verriers, c'est d'avoir des bordereaux livraison qui soient totalement dématérialisés sous format PDF signé, donc infalsifiable. L'opticien sera en obligation de nous fournir ce document. S'il nous fournit un autre document que celui-là, ce sera considéré comme irrecevable. Et puis, grande nouveauté aussi, on est les premiers à avoir eu cette exigence auprès des verriers, c'est que les verriers mettent à disposition des bénéficiaires, donc du porteur final, des cartes de vue dématérialisées. C'est-à-dire que le client Itelis ira chez un opticien partenaire d'Itelis, il va acheter un verre de la marque X ou Y, il ira sur le site internet de cette marque X ou Y et il aura sa carte de vue qui sera dématérialisée avec son identité, le type de produit qu'il a acheté, les options, des conseils d'entretien, etc., etc. Donc il pourra lui-même, voilà, il pourra lui-même vérifier que le produit qui lui a été vendu est bien celui qui a été facturé. Et puis nous derrière, nous continuerons bien évidemment à demander des bordereaux livraison, mais qui seront sous un format totalement infalsifiable, puisque le format PDF signé est le format qui était retenu par l'administration fiscale en termes de sécurisation. Madame Touzé, les opticiens souvent ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas référencés chez Santé Claire alors qu'ils ont candidaté. Est-ce que vous expliquerez à chaque professionnel de santé pourquoi il n'a pas été retenu? Ça leur permettrait aussi un petit peu de se situer sur le marché. Alors, quand ils candidateront, déjà, il y a un premier élément qui leur sera communiqué, c'est la constitution de leur zone et le nombre de places dans la zone géographique. Donc ça, c'est un point qui manquait précédemment. Une fois qu'ils auront candidaté, qu'ils auront déposé leur candidature, qu'ils auront validé leur dossier de candidature, ils recevront un mail qui leur donnera leur score. Pour autant, ce score, il faudra terminer d'avoir étudié toutes les candidatures pour pouvoir, au sein d'une même zone, dire qui est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc au moins, les opticiens auront connaissance de leur score par rapport au cahier des charges. Détaillé. Et le score sera... C'est eux qui remplissent le cahier des charges, ils savent comment ils le remplissent, ils sauront comment on le valorise aussi. Donc pour rappel, les 3 prochains réseaux seront effectifs au 1er janvier 2015. Entre-temps, que va-t-il se passer? Quelle est la marche à suivre? Quand est-ce que les opticiens auront une réponse? Monsieur Huret? Alors nous, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, l'appel à candidature a été lancé le 15 septembre. Il se finalise, donc se termine le 31 octobre. On a, je vous dis, aujourd'hui près de 7000 candidatures. Je pense que raisonnablement, on atteindra les 8 à 10 000 candidatures, puisqu'il nous reste quand même presque plus d'un mois d'ouverture d'appel à candidature. Les candidatures vont être étudiées au fur et à mesure. On a déjà commencé d'ailleurs à étudier les premières candidatures. Je pense qu'on aura terminé fin novembre et qu'une réponse sera apportée aux opticiens début décembre. Et comme pour Santé Claire, on a déjà mis en place effectivement l'accès au secteur géographique depuis l'espace de candidature. Donc l'opticien, de toute façon c'est une obligation légale, quand vous avez un numerus clausus, l'opticien a accès non seulement à la constitution de son secteur géographique et aux nombres souhaités d'opticiens au sein de ce secteur géographique. Donc il est en capacité de voir s'il a des chances ou pas d'être retenu en fonction de la concurrence locale, puisqu'en général il connaît sa concurrence. Chez Santé Claire, quel est le calendrier? L'appel d'offres 30 octobre. Autour de la 3e semaine de novembre, on sera en capacité, on aura fini la sélection. Donc on va avoir un mois d'octobre et début novembre intense. On enverra pour les opticiens candidats qui ont été retenus, on enverra un lien pour qu'ils puissent signer de façon électronique leur contrat. Ils auront, je crois, de mémoire 2 semaines pour le faire. S'ils ne le font pas, on considère qu'ils renoncent à leur place et on l'attribuera au premier opticien en liste d'attente. Donc peut-être quelques petits va-et-vient. Et on sera en capacité de donner une réponse à tous les opticiens juste avant Noël. Alors ça sera peut-être un beau cadeau pour certains et pas un très beau pour certains d'autres. Oui, on verra. Monsieur Lafont, vous êtes en retard, vous, chez Optistia, je crois. On est décalé par rapport aux autres, mais pas en retard par rapport à notre calendrier. Donc on lancera l'appel le 17 novembre et les candidatures, étant donné que c'est une réponse à un cahier des charges, ce sera un petit peu plus aisé que les fois précédentes où on était sur un réseau fermé avec des analyses comme vont le faire nos collègues. Et donc on aura, si tout va bien, l'enregistrement sera prononcé et la réponse interviendra avant le 20 décembre. Merci à tous d'avoir participé à ce plateau et d'avoir répondu à nos questions et ainsi que celles de nos aquinotes. Que vous souhaitiez participer aux appels à candidature des réseaux ou non, vous avez maintenant toutes les clés en main pour prendre votre décision. On est légèrement en retard. Je vous retrouve tout de suite pour le plateau WhatsApp au Silmo où on vous détaillera toutes les animations de cette édition 2014. Merci.